Il est 18 h ici à Paris. Bonjour et bienvenue sur notre antenne, sur l'antenne de France 24. On est ensemble jusqu'à 20 h pour faire le tour de l'actualité internationale. Voici nos titres. À la une, aujourd'hui, il faut une justice à grande échelle. Le plaidoyer signé Volodymyr Zelensky en visite à la CPI aux Pays-Bas. Le président ukrainien souhaite la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. On va retrouver en tout début d'édition Stéphanie Maupas à La Haye. A tout de suite Stéphanie. À la une également, ce cessez-le-feu une nouvelle fois violé au Soudan. À Khartoum, explosions et tirs ont été entendus. L'ONU l'assure, elle a besoin de 445 millions de dollars pour aider les 860 000 personnes qui pourraient fuir le pays d'ici octobre. Et puis Lionel Messi suspendu 2 semaines, des supporters qui insultent leur direction et une identité à retrouver. Le PSG est en crise, 9 défaites en 22 matchs. Que faut-il changer en prévision de l'année prochaine? On va poser tout à l'heure la question à Ruben Slater, il est journaliste à Eurosport. Et puis à suivre vos rendez-vous habituels, l'économie à 18 h 45, ce sera avec Johanna Citruc. Elle va revenir notamment sur la réforme du lycée professionnel. Elle a été détaillée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Les sports avec Benoît Perrochet dans la foulée, avec notamment la suite des playoffs en NBA. Et le débat, c'est à 19 h 10, vous le savez, on va parler de l'Ukraine aujourd'hui. Une offensive est-elle imminente? On va se poser la question tout à l'heure avec mes 3 invités. Place au journal tout de suite. Depuis le 24 février 2022, rares sont les fois où il est sorti de son pays en guerre. Volodymyr Zelensky est donc à La Haye, aux Pays-Bas. Le président ukrainien a visité, je vous le disais, la Cour pénale internationale. Il en a profité pour réclamer la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. On retrouve donc à La Haye notre correspondante Stéphanie Maupas. Bonjour Stéphanie. Le président ukrainien a donc plaidé pour une justice à grande échelle. Que faut-il comprendre ? Alors ce qu'il faut comprendre, il faut se rappeler d'abord que depuis plus d'1 an, les Ukrainiens réclament un tribunal spécial pour pouvoir juger le crime d'agression. Le problème, c'est que Paris, Londres et Washington n'y sont pas très favorables. Alors il avait été proposé la création d'un tribunal hybride qui serait rattaché à la justice ukrainienne. Problème, un tel tribunal ne permettrait pas de lever l'immunité de Vladimir Poutine, pas plus que l'immunité des leaders biélorusses sur lesquels l'Ukraine enquête. Alors seule la justice internationale, seul un tribunal international permettrait de lever l'immunité des chefs d'État. C'est le cas de la Cour pénale internationale, mais le problème de cette Cour, c'est qu'elle n'est pas compétente dans le cas présent sur le crime d'agression parce que ni l'Ukraine ni la Russie n'ont ratifié son traité. Elle peut en revanche enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, elle a délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine au mois de mars pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Alors voilà, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a expliqué qu'il souhaitait une justice véritable, ce sont ses termes, une justice en grand. Par là, il faut comprendre qu'il souhaite un tribunal international et pas ce tribunal hybride qui lui a été proposé. Stéphanie, obtenir encore et toujours des armes pour son pays, c'est aussi bien sûr l'objectif du président ukrainien Zelensky. Oui, il a d'ailleurs déclaré que la justice se gagne aussi sur le champ de bataille. Il a réclamé des armes et notamment la question des avions de combat a été abordée. Vous savez, les États-Unis n'y sont pas très favorables car ils craignent un risque d'escalade du conflit. Le Premier ministre Mark Rutte n'a pas vraiment répondu. Enfin, il a indiqué qu'il y aurait une réponse assez très bientôt de la part des Pays-Bas, de la Belgique, du Danemark ou du Royaume-Uni, des pays qui réfléchissent encore à cette option. Il a aussi été évoqué la question de l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, mais le Premier ministre Mark Rutte a rappelé que c'était des processus qui prenaient du temps, ce sur quoi Volodymyr Zelensky n'a pas contesté ce point-là. Le Premier ministre néerlandais a aussi salué la capacité de Volodymyr Zelensky de mener
une guerre tout en réformant son propre pays. Stéphanie Maupas en direct de La Haye pour France 24. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces informations. On va revenir à présent sur l'une des images d'hier, cette attaque au drone présumée contre le Kremlin. Hier, Moscou accusait Kiev. Aujourd'hui, le pouvoir russe accuse les États-Unis d'avoir commandité cette attaque. Vous découvrez ces images depuis hier, des images invérifiables évidemment depuis hier. Voilà donc pour cette accusation lourde du Kremlin contre les États-Unis. L'espoir était infime et il n'a pas duré longtemps. Sans surprise, la trêve entrée en vigueur à minuit au Soudan n'est pas respectée par les deux camps, l'armée et les FSR, les forces de soutien rapide. Les combats durent depuis 20 jours maintenant. Correspondance dans la région, elle est signée Bastien Renouille. Mes contacts me disent que le conflit continue à l'heure actuelle, que cette nouvelle trêve qui devait commencer durant la nuit, ce n'a pas été le cas. Ils n'y croyaient pas il y a quelques jours et ils n'ont pas été déçus puisque les combats continuent. Ils me disent entendre des tirs réguliers dans la ville de Omdurman, cette ville voisine de Khartoum, des combats très intenses de l'autre côté du Nil. Et puis, vous le disiez, ces combats aussi dans le centre-ville de la capitale. Ils me disent entendre de l'artillerie, de très nombreuses explosions autour du palais présidentiel et autour du quartier général de l'armée. Alors il faut savoir que le centre-ville de Khartoum à l'heure actuelle est partagé entre l'armée et les forces de soutien rapide. L'armée contrôle son quartier général qui est situé lui-même entre le palais présidentiel d'un côté et l'aéroport de l'autre côté. Et ces deux bâtiments sont eux contrôlés par les forces de soutien rapide. Et il semble qu'à l'heure actuelle, l'armée ait lancé une grande offensive contre les forces de soutien rapide pour essayer de reprendre le contrôle de ces deux bâtiments. Mais difficile de savoir exactement quelle est la situation sur le terrain puisque, vous le savez, il est impossible pour nous les journalistes d'accéder à la zone, que les civils ont tenté de fuir ou alors sont calfeutrés chez eux, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe et que l'armée et les forces de soutien rapide donnent des informations contradictoires, donc difficile de faire confiance à l'un ou à l'autre. Ça c'est pour la situation à Khartoum où des millions de personnes sont toujours bloquées chez elles. Le conflit continue aussi dans d'autres régions, la région du Nord Kordofan où on le sait, hier au moins 7 roquettes ont touché le centre-ville de la ville de El Obeid et le Darfour où il semble qu'il y ait une accalmie dans le conflit, que les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide se soient calmés dans les principales villes de la région, El Fashir, Niala ou encore El Jenina. Mais voilà, cela ne signifie pas pour autant que les violences contre les civils sont terminées, puisque selon mes contacts sur place, notamment dans la ville d'El Jenina, le centre-ville est quadrillé par les forces de soutien rapide qui continuent à brûler des bâtiments, à détruire les hôpitaux, les écoles, à piller les maisons, à s'attaquer aux civils, des civils qui ont toujours pris pour cible par les forces de soutien rapide, même si les combats entre les forces de soutien rapide et l'armée semblent s'être calmés dans la région à l'heure actuelle. Donc vous le comprenez, une situation toujours extrêmement compliquée pour tous ces civils bloqués dans les combats. Toujours en Afrique, au moins 129 morts, des maisons et des routes détruites par centaines. Direction le Rwanda, frappé par des pluies diluviennes, inondations qui ont causé d'importants glissements de terrain. C'est déjà l'une des pires catastrophes de l'histoire moderne du pays aux 1000 collines. On voit tout cela avec ces images commentées par Natalia Odisharia. Ils tentent de sauver les derniers biens qui leur restent. Ces habitants du district de Rubavu, l'un des plus touchés du pays, n'ont pas été épargnés par les fortes averses de ces derniers jours. Le bilan est lourd et les dégâts colossaux. Des maisons emportées et des routes détruites en raison des inondations ou des glissements de terrain. Je n'ai pas d'argent pour louer une maison, pas de mari, pas d'enfants. Je ne sais pas où aller. Cette catastrophe a été dangereuse pour nous. Comme vous le voyez, je n'ai plus rien. Plus de lit, plus de maison. Je suis venue ici pour travailler. Je suis en sécurité, mais tous mes biens ont disparu. Ces catastrophes mortelles sont très courantes dans ce pays d'Afrique de l'Est, notamment pendant la saison des pluies. 60 personnes ont déjà perdu la vie cette année entre janvier et avril. Ici, à Rubavu, la rivière Sebaya est sortie de son lit quelques kilomètres plus loin. Les habitants ont été surpris. Ma femme se tenait près de la fenêtre lorsque l'eau a pénétré dans la maison. Elle est tombée et alors que j'essayais de sortir mon enfant hors de la maison, j'ai été poussé par le courant. J'ai eu de la chance. Heureusement que j'ai pu sortir et que je suis sain et sauf, même si je me suis blessé aux jambes à cause de certains arbres. De fortes pluies sont prévues pendant les 10 prochains jours selon une agence de météo locale.
Les opérations de secours continuent, mais plusieurs routes qui relient la capitale à l'ouest du pays et donc aux zones sinistrées restent bloquées par les éboulements. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère. Partout sur la planète, les océans se réchauffent. Les chiffres le prouvent. En avril, la surface des mers a même battu son record annuel. Une bombe à retardement du réchauffement climatique. Ce sont les mots prononcés par les experts. Le récit de nos confrères de France 2. Des inondations records, des incendies spectaculaires ces derniers mois. Une situation qui pourrait encore se dégrader cette année et l'an prochain. L'Organisation météorologique mondiale redoute le retour du phénomène El Niño et même d'un super El Niño, comme en 2016 où sur ces images, une falaise s'était effondrée en Californie. Au cours des prochains mois, de mai à juillet, nous avons 60% de chances de voir le phénomène El Niño. Et même 80% si l'on se projette au-delà du mois d'août. Un phénomène météorologique naturel. Il s'agit d'un réchauffement d'une partie de l'océan Pacifique qui entraîne des conséquences mondiales, une succession d'événements climatiques importants et une hausse de la température globale. El Niño, c'est surtout un réchauffement planétaire qu'on voit dans les tropiques, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Ça touche un petit peu moins les régions européennes et les régions de l'hémisphère nord. On va avoir une anomalie peut-être de 1 degré par rapport, je dirais, à la moyenne des années qui n'ont pas d'El Niño. El Niño survient en moyenne tous les 2 à 7 ans et peut durer de 9 à 12 mois. On en vient à présent à cette brouille entre Paris et Rome. On l'a appris cet après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères, j'ai nommé Antonio Tajani, a annulé son déplacement prévu ce jeudi à Paris. C'est une réponse aux propos tenus ce matin par Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, qui a sévèrement critiqué la politique migratoire du gouvernement de Giorgia Meloni, leader d'extrême droite, on le rappelle. Elle est accusée par Gérald Darmanin de mentir et d'être incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Fin de citation. Le jour d'après en Serbie, depuis hier, le pays est sous le choc. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. Dans toutes les têtes, cette fusillade survenue dans une école de Belgrade, la capitale. Le tireur a 13 ans. Il a tué 8 élèves et une adulte. Plusieurs cérémonies, vous le voyez, ont été organisées aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes. Le président Aleksandar Vučić, lui, s'est adressé hier soir à la nation. Il a parlé, je cite, de l'un des jours les plus difficiles de l'histoire contemporaine serbe. Peut-être un espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Aux États-Unis, un laboratoire vient d'annoncer des résultats pour le moins prometteurs. Un médicament ralentit la maladie. Les patients traités connaîtraient une réduction de 36% du déclin cognitif. Le groupe pharmaceutique espère désormais obtenir une autorisation rapide pour le commercialiser. Et Tanaji fait le point pour nous. Pendant 1 an et demi, le laboratoire américain a mené des tests sur plus de 1700 patients âgés entre 60 et 85 ans, avec des résultats très encourageants pour les malades d'Alzheimer, puisque le traitement donanemab a permis une réduction de plus du tiers de leur déclin cognitif. Pour de nombreux spécialistes, ralentir ainsi cette pathologie neurodégénérative est le signe que nous entrons dans l'ère du traitement d'Alzheimer. Les résultats de l'étude avec le donanemab donnent de l'espoir à nos patients et à leurs proches, car désormais, cela montre que nous pouvons intervenir sur le processus sous-jacent de la maladie, au lieu de traiter uniquement ses symptômes. Parmi ces symptômes, une détérioration de la mémoire, de l'orientation et du jugement qui fait perdre progressivement leur autonomie aux patients. Aujourd'hui, 55 millions de personnes souffrent d'Alzheimer à travers le monde, mais seulement 3 traitements, dont 2 récemment commercialisés, ont démontré des signes d'efficacité. Des médicaments qui s'attaquent au dépôt dans le cerveau d'une protéine appelée bêta-amyloïde, responsable à terme de la destruction des neurones. Les 3 médicaments existants fonctionnent de la même manière. Ce sont juste des molécules différentes. Ils permettent de réduire les dépôts de plaques amyloïdes. Ils n'arrêtent pas la maladie, mais permettent aux patients de mieux vivre, en ralentissant la dégénérescence. Si ces traitements coûteux peuvent entraîner des effets secondaires graves comme des œdèmes ou des hémorragies cérébrales, ils représentent tout de même un espoir dans la lutte contre cette pathologie encore mal comprise. Le laboratoire va demander une autorisation de commercialisation aux autorités sanitaires américaines dans les prochains mois. Allez, on passe au fait du jour.
Et on va parler de ce club de football en pleine crise d'identité. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, le PSG qui a suspendu Lionel Messi pendant 2 semaines pour son voyage en Arabie Saoudite, c'était lundi. Une manière, bien sûr, de taper du poing sur la table alors que le club a laissé passer bien pire par le passé. Pour beaucoup de supporters qui ne se reconnaissent plus dans leur équipe. Le problème aujourd'hui, c'est la direction. Et vous allez le voir, ils l'ont bien fait savoir hier. Alexandra Quarini avec Jules Boiteau. Devant le siège du PSG à Boulogne, ces supporters ultras sont venus faire entendre leur colère et elle est dirigée contre le président du club. Pour eux, les derniers déboires de Lionel Messi avec le club ne sont que l'illustration d'un problème plus global. La saison elle est ridicule, d'autant le fait qu'il y ait le mercato qui est complètement raté jusqu'aux prestations sur le terrain. On a des joueurs qui ne se battent pas pour nos couleurs, qui ne respectent pas le club. C'est un cumul de choses qui font que les gens n'en peuvent plus. On n'en peut plus du sportif qui est inexistant. On n'en peut plus de ticket place, les billets qui sont hors de prix. Moi, je ne peux même plus aller au stade alors qu'avant Messi et compagnie, j'y allais tous les matchs. Ce déplacement de Lionel Messi en opération promotionnelle en Arabie Saoudite, aux côtés de sa femme et de ses enfants, ne passe pas du côté des supporters. Une virée de 2 jours sans l'accord du club, pour laquelle il rate un entraînement, au lendemain d'une nouvelle défaite dimanche contre Lorient. Avec ce déplacement, la star du PSG honore son contrat avec l'Arabie Saoudite pour promouvoir le tourisme. Qui pourrait penser que l'Arabie Saoudite serait si verte? J'aime explorer ces merveilles inattendues chaque fois que je le peux. Après avoir souvent été taxé de laxisme envers ses stars, la direction du club, en colère, a voulu marquer le coup en suspendant Lionel Messi pour 2 semaines, avec retenue sur salaire et interdiction de jouer et de s'entraîner. Une procédure disciplinaire est même ouverte, des mesures qui marquent la fin de l'aventure parisienne du septuple Ballon d'Or, dont le contrat ne sera pas renouvelé en juin prochain, selon le journal L'Équipe. Et on en parle avec vous, Ruben Slagter, bonjour. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Eurosport, on va donc parler du Paris Saint-Germain. On a l'impression que le club connaît sa pire crise d'identité depuis au moins l'arrivée des Qataris, c'était en 2011. C'est votre sentiment également? Oui, on peut dire ça. Bon, là, on voit déjà par rapport à Messi, Neymar, les joueurs qui ne respectent plus le maillot. On peut parler aussi à tous les incidents qu'on a eu autour de Hakimi récemment, l'accusation de viol. Christophe Galtier qui est dans la tourmente pour le racisme. Il se passe tellement de choses et on ne parle même pas de ce qui se passe réellement sur le terrain parce que le PSG s'est fait éliminer en 8e de la Ligue des Champions. Le club n'a pas gagné la Coupe de France et en plus en Ligue 1, bon, le PSG va être champion. Il y a que 5 points d'avance pour l'instant. Oui, disons que les derniers 4 matchs, normalement, ça devrait le faire. Mais bon, soyons un peu optimistes. Mais perdre ce week-end contre Lorient, c'est quand même incroyable pour un club avec un tel budget et de tels joueurs. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette suspension de Lionel Messi? Il est donc allé en Arabie Saoudite lundi, 2 semaines de suspension. Est-ce que selon vous, le PSG essaye de se refaire un nom, de redorer son blason sur le dos du champion du monde argentin? C'est un peu tard, on va dire ça, parce que là, oui, évidemment, il fallait faire quelque chose aussi pour la crédibilité du club, mais on voit maintenant que la marque Lionel Messi dépasse la marque le Paris Saint-Germain. C'est si simple que ça. Et ça ne marche pas forcément auprès des supporters, on peut le voir. Non, mais ça, c'est dès le début. Il faut aussi pas oublier que Lionel Messi est venu à Paris parce qu'il n'y avait pas vraiment une autre option. Parce que le club, c'était une belle opportunité pour le club, mais que quand on parle pour l'image du club vers le monde. Mais si on regarde vraiment l'effet que ça a eu sur l'équipe et aussi sur les supporters, dès le début, on peut dire que c'est une erreur de casting, Lionel Messi. Pas parce que c'est pas un bon joueur, il est encore, mais pas dans l'équipe du Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Quand on le voit sur l'Argentine, à quel point il était content de jouer avec l'Argentine, c'était tout un autre joueur que le Lionel Messi qu'on voit aujourd'hui à Paris. Vous avez raison, en fait, la question derrière tout ça, c'est quel projet pour le Paris Saint-Germain, si la direction veut un projet commercial ou un projet sportif? Oui, bon, depuis quelques années, ça semble de plus en plus commercial. Je pense que quand on revient à 2011, quand le Qatar est arrivé, moi, je trouvais qu'ils ont fait des achats vraiment intéressants. C'était une construction assez bien pensé. On pense notamment à Marco Verratti, 10 millions d'euros, Serie B italienne. Oui, par exemple, mais aussi Thiago Silva, par exemple, qui était déjà un grand star au Milan AC, mais qui était vraiment une des symboles et qui était aussi vraiment content de jouer à Paris. Le fait de le faire partir après, moi, j'ai
pas trop compris. Je ne dis pas que Thiago Silva aujourd'hui, c'est le joueur qui va amener le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions. Ça, je ne sais pas. Mais c'est pour un symbole du club, même s'il n'est pas parisien, mais il est devenu parisien. Edinson Cavani, derrière Zlatan, c'est un autre pas pour faire connaître encore plus le PSG au monde. Ça, c'est 2012-2016. Tout à fait. Et ensuite, on arrive sur le point Neymar-Mbappé. 2017. Tout à fait. On dépense tout pour gagner la Ligue des Champions, mais en achetant que 2 joueurs et que derrière, ça ne suit pas. Lionel Messi, c'est encore un autre pas. Et là, oui, aujourd'hui, on peut dire, et malheureusement aussi, je pense que dans le monde, on voit le PSG plutôt comme une entreprise commerciale et plus trop comme un club de foot. Alors, un club de stars, ça c'est certain, c'est l'un des plus riches au monde et ça m'a fait penser également à Chelsea qui a dépensé 600 millions d'euros depuis septembre. Le club est 12e de Première Ligue. Bon, l'argent ne tue trop d'argent tue l'argent dans le football, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, bon, il faut surtout savoir ce qu'il faut faire avec l'argent. On a aussi le Manchester City, aussi avec des propriétaires du Moyen-Orient, où ça va plutôt bien, où on fait quand même des achats réfléchi. Après, à Haaland, il ne fallait pas être un brillant pour l'acheter, mais c'est surtout en défense. Il a été payé 60 millions d'euros seulement. Oui, voilà. Mais on le voit aussi maintenant avec l'Arabie Saoudite à Newcastle, par exemple, qui a gardé quand même l'identité du club en prenant un jeune entraîneur anglais, Eddie Howe, des joueurs un peu de la région, de l'Angleterre en tout cas, quand même en investissant vers 2 ou 3 vrais joueurs, mais là, avec le PSG, on semble juste acheter pour acheter. Il faut vraiment avoir un vrai projet. Et si on prend le PSG, pour moi, le projet doit être autour de Kylian Mbappé. Il faut se dire, oui, désolé pour Neymar et Messi, mais le projet, c'est fini. Et il faut vraiment reconstruire dès le début. Il faut aussi accepter que peut-être l'année prochaine, la Ligue des Champions ne doit pas être l'objectif, mais vraiment trouver aussi des joueurs comme Verratti au début, comme Thiago Silva, qui sont fiers de jouer au Paris Saint-Germain. Ramener des joueurs parisiens, franciliens également, c'est une piste? Tout à fait. Et ça, j'ai jamais trop compris pourquoi avant on ne l'a pas fait. Il y avait des moments où N'Golo Kanté ou Paul Pogba étaient proches, était possible de passer à Paris. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très logique. Si on voit déjà l'image que donnait un Mamadou Sakho ou un Blaise Matuidi au club, aujourd'hui, il n'y a que Presnel Kimpembe qui, je suis aussi désolé de le dire, mais on le voit surtout après un match contre Lens sur le terrain en chambrant l'adversaire qui a perdu à 10. Pour moi, ce n'est pas vraiment l'image qu'il faut donner au monde. Je pense qu'il y a la région parisienne est la plus riche en talent au monde. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui veulent jouer pour le Paris Saint-Germain et construire à partir de là. Il y a aussi la question de l'entraîneur. Beaucoup de supporters n'étaient pas contents de l'arrivée de Christophe Galtier, mais on a un peu l'impression que n'importe quel autre entraîneur ferait à peu près la même chose. C'est votre sentiment aussi? Oui, bon, on l'a vu depuis Tuchel quand même. Pour moi, pas un mauvais entraîneur qui, au début, montrait du beau foot, mais a perdu aussi le fil à un certain moment. Pochettino, moi, j'étais moins fan, mais oui. Vous n'êtes pas le seul. Christophe Galtier, en tout cas, je pense que c'est un bon entraîneur. Est-ce que c'est le bon entraîneur pour le Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, pour le Paris Saint-Germain, il faut un manager, quelqu'un qui sait manager tous ses stars. Et le Paris Saint-Germain a eu ce manager, qui était Carlo Ancelotti, qui est le meilleur dans le domaine. Après, trouver encore quelqu'un comme ça, oui, Nagelsmann, il est libre. Est-ce que lui, il veut aujourd'hui arriver à Paris? Oui, avec tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, ça ne donne pas forcément envie pour un grand entraîneur d'aller en France et à Paris, peut-être? À voir. S'il y a un vrai projet derrière, si aujourd'hui le Paris Saint-Germain, comme on a dit avant, veut vraiment se projeter vers l'avenir et pas que sur le plan commercial, je pense qu'il y a toujours des coachs qui sont prêts à venir. Et le Paris Saint-Germain qui a donc 5 journées pour remporter son 11e titre de champion de France qui serait un record devant Marseille et Saint-Etienne. Merci beaucoup Ruben pour votre analyse ce soir. On va marquer nous une courte pause, un peu plus de 5 minutes et Paris Direct revient à 18h30 comme d'habitude. À tout à l'heure. Ils observent,